Nous passons à une deuxième partie qui est tout aussi passionnante et qui maintenant est de l'endoscopie interventionnelle, où nous allons avoir deux interventions. Le professeur Frédéric Pratt, qui dirige le service d'endoscopie de l'hôpital Beaujon, va nous parler des techniques d'ablation tissulaire, endocanalaire et éco-guidée dans l'arbre biliaire et le pancréas, et en insistant sur le potentiel et les limites de ces techniques. Merci Valérie, merci beaucoup Valérie et merci à Jacques qui a dû partir, mais merci de m'avoir invité à cette session qui est vraiment très intéressante. Je voulais dire un petit mot aussi en mémoire de... On est dans le micro. Oui, je voulais dire un petit mot aussi en mémoire de Claude Ligori, que j'ai bien connu, dont je n'ai pas été l'élève direct, mais dont je suis quand même l'un des descendants, puisque j'étais l'élève de ses élèves. Et il m'a donc indirectement appris beaucoup. Je fais des travaux avec lui, j'ai beaucoup apprécié, et je pense effectivement que tous les endoscopistes interventionnels français, et surtout parisiens, lui sont un peu redevables. Alors, voilà, donc on vient de parler de techniques d'ablation. Les techniques d'ablation percutanée et péropératoire sont bien connues, mieux connues que les techniques d'ablation endoscopique, qui ont aussi des indications sans doute un peu plus limitées, mais quand même pas inintéressantes, et c'est donc le sujet que l'on va aborder, les conflits d'intérêts. Bon, tout d'abord, un petit arrière-plan des techniques ablatives, mais Olivier Serror en a déjà pas mal parlé. Les techniques d'ablation disponibles, on voilà en gros la liste, pas totalement exhaustive, mais quand même l'essentiel. Et vous voyez que beaucoup de ces techniques ne sont pas accessibles en endoscopie. L'électroporation réversible, ça viendra peut-être un jour, mais c'est quand même très techniquement très compliqué de la réaliser. Les micro-ondes non plus. Les ultrasons, ça a déjà été utilisé, les ultrasons focalisés, et j'avais d'ailleurs, avec l'équipe INSERM avec laquelle je collabore depuis une trentaine d'années, on avait mis au point un dispositif que l'on a même testé cliniquement dans une série de pilotes que vous voyez ici, avec des résultats assez prometteurs, mais bon, ce dispositif qui était quand même technologiquement assez complexe, n'a pas eu de débouché commercial et ça s'est arrêté là. La brachythérapie, c'est aussi une technique, c'est pas vraiment de l'ablation, mais c'est de la radiothérapie, mais c'est quand même d'une certaine manière assez proche de l'ablation. Mais, et ça a été pratiqué par voie endoscopique, mais la logistique est tellement complexe et les résultats tellement peu convaincants que cela a été abandonné. Et finalement, ce qui reste dans les techniques véritablement d'ablation endoscopique que l'on peut utiliser, c'est la thérapie photodynamique, enfin, que vous pouvez, vous allez voir, la thérapie photodynamique et l'ablation par radiofréquence, donc qu'on retrouve ici. Alors sur la thérapie photodynamique, je vous rappelle les bases, le principe c'est d'administrer un agent photosensibilisant par voie intraveineuse qui va avoir une affinité pour le tissu tumoral, et puis après une période d'imprégnation, en général de l'ordre de 48 heures, d'irradier, d'éclairer la zone tumorale par endoscopie, donc avec un laser, de longueur d'onde appropriée, donc en général c'est 540 nanomètres, et l'interaction entre la lumière et l'agent photosensibilisant déclenche la formation de radicaux libres qui aboutit à la nécrose tumorale, à l'occlusion des néovaisseaux et donc à la destruction tumorale. Pour la radiofréquence, on l'a vu, c'est un échauffement, une agitation moléculaire qui va aboutir à une nécrose de coagulation lorsque la température dépasse franchement 50 degrés. Le plus souvent, on utilise la radiofréquence bipolaire et pour cela, donc, on a différents dispositifs et que vous voyez sur cette diapositive. Donc, deux façons d'appliquer cette radiofréquence, soit par CPRE, par cathétérisme rétrograde, et pour cela, il existe deux dispositifs que vous voyez là, l'un qui est pourvu de 4 électrodes, l'autre de 2 électrodes. Donc, par cathétérisme rétrograde, on introduit la sonde en général dans la voie biliaire principale, c'est généralement la cible recherchée, et on applique la radiofréquence de manière très simple. C'est une technique d'application très simple. L'autre façon, c'est l'écho-endoscopie, où là, par une ponction guidée avec d'une sonde linéaire d'écho-endoscopie et d'un générateur spécifique, on va déclencher un courant de radiofréquence dans la cible tumorale, donc qui est repéré. Donc là, c'est un petit peu plus technique, et ce dispositif dispose d'un système de refroidissement qui permet d'augmenter la diffusion de la chaleur et d'avoir des volumes de nécrose, de destruction tumorale qui sont de l'ordre d'1 centimètre de diamètre, et donc il peut être nécessaire de réaliser plusieurs impacts pour obtenir une ablation complète. Alors voyons d'abord donc les techniques d'application endocanalaire par CPRE, donc je vous parlerai ensuite des techniques d'application écho-endoscopique. Donc l'objectif de ces techniques endocanalaires,
c'est souvent de simplement désobstruer une prothèse qui est envahie par soit une prolifération à travers les mailles des prothèses ou bien par un envahissement au sommet de la prothèse. Et puis ça peut être plus volontiers de détruire la prolifération endocanalaire lorsqu'elle n'est pas résécable chirurgicalement et que la tumeur garde une extension locale. Donc typiquement dans un cholangiocarcinome localisé ou dans un ampulome bactérien qui aurait une extension endocanalaire sur la voie vitale principale terminale ou sur le canal pancréatique. Alors ces techniques peuvent être utilisées bien sûr par voie percutanée ou par voie rétrograde. En général, on s'accorde à considérer que la voie rétrograde est préférable lorsqu'elle est possible, parce qu'elle est moins invasive, que le patient n'a pas besoin de drain externe. Évidemment, si la CPRE n'est pas possible, la voie percutanée est tout à fait adéquate, et lorsque des points d'entrée multiples sont souhaités, ce qui peut arriver, bien évidemment, ça peut être la voie à préférer. D'ailleurs, une approche écho-endoscopique peut également être envisagée maintenant avec des abords hépatico-gastriques réalisés sous écho-endoscopie qui permettent là aussi d'introduire une sonde endocanalaire. Alors, en ce qui concerne la fonctionnalité des prothèses, donc améliorer le fonctionnement des prothèses en les désobstruant, le but c'est bien sûr un but essentiellement palliatif d'amélioration du confort, de qualité de vie. Et pour ça, il y a différentes options. Le plus souvent, on met des prothèses couvertes qui désobstruent les prothèses. On peut bien sûr changer régulièrement les prothèses plastiques, mettre des prothèses métalliques dans des prothèses métalliques. On ne peut pas mettre des prothèses enduites de drogues cytotoxiques comme peuvent le faire les cardiologues parce que ça n'existe pas pour les voies biliaires. Et puis on peut faire de l'ablation. Voilà, c'est ce qu'on voit sur cette image d'une sténose hilaire où on peut appliquer de façon bilatérale la radiofréquence de façon à désobstruer après un retrait de prothèse par exemple. Alors en ce qui concerne maintenant le traitement du cholangiocarcinome, donc là on voit un petit peu la place des différents types de cholangiocarcinome et la répartition de la fréquence des lésions, majoritairement des lésions périhilaires et extra-hépatiques. La place de l'ablation pourrait théoriquement être intéressante dans les formes très précoces, mais comme nous le savons bien, ces formes sont généralement indétectables, et donc en général on arrive trop tard pour qu'une ablation puisse être intéressante dans la grande majorité des cas, malheureusement. Et dans les formes symptomatiques mais résécables, l'objectif n'est évidemment pas de faire de l'ablation, mais de préparer le patient à la résection hépatique chirurgicale. Et c'est donc finalement chez les patients qui sont inopérables, mais qui gardent une maladie relativement locale, donc inopérables essentiellement pour des raisons de comorbidité du terrain, qu'on a la meilleure place potentielle en tout cas, pour l'ablation endocanalaire. Alors, un problème qui va se poser dans tous les cas, c'est les limites de l'évaluation de la réponse tumorale. Alors c'est vrai quelle que soit la méthode, mais dans les cholangiocarcinomes, sont généralement infiltrants. On sait que déjà pour le diagnostic, c'est pas très facile d'avoir une preuve, avec des brossages cytologiques dont la sensibilité est inférieure à 50%. Et puis lorsqu'on applique un traitement, les examens d'imagerie, scanner, IRM, ont une assez faible valeur pour apprécier correctement la réponse tumorale. Donc là, il y a quand même une technique qui peut être intéressante, qui est la cholangioscopie, qu'on pratique maintenant très facilement par voie rétrograde, et qui est intéressante à la fois pour le diagnostic initial, puisque dans les sténoses dont le brossage est négatif, ça permet de redresser le diagnostic dans environ 2 tiers des cas, et ainsi d'adapter le traitement. Et ça peut aussi être intéressant pour le suivi après un traitement d'ablation endocanalaire. Et ceci d'autant plus qu'on commence à connaître assez bien les critères diagnostiques visuels, en plus des biopsies ciblées bien entendu, du cholangiocarcinome. On sait par exemple que la présence de matériel endobiliaire comme des débris lithiasiques, c'est plutôt en faveur de la bénignité, et puis la présence de végétation vascularisée, de vaisseaux tortueux et dilatés, d'une sténose qui a un aspect brun ou rouge, sont des arguments en faveur de la malignité. Et on peut donc utiliser ces critères pour apprécier la réponse au traitement, en plus bien sûr des biopsies à faire systématiquement. Et c'est ce qui est montré par cette petite étude japonaise, dans laquelle 12 patients qui avaient des lésions de cholangiocarcinome assez caractéristiques, comme on le voit sur l'image de gauche, ont eu la radiofréquence, puis une nouvelle cholangioscopie après le traitement, qui, comme on le voit sur la photo de droite, montre une nécrose tout à fait efficace, qui serait difficilement évaluable par une autre méthode à l'heure actuelle. Alors, quelles sont les performances, maintenant les données de la littérature sur les résultats de ces méthodes, donc thérapie photodynamique et radiofréquence? Alors,
la thérapie photodynamique, elle a connu un petit âge d'or assez bref dans les années 2000, puisqu'il y a eu à cette époque-là, donc en 2003-2005, 2 études randomisées qui ont montré que la survie globale de patients qui avaient des cholangiocarcinomes non résécables était augmentée de manière significative, et même très significative dans une étude, par rapport au simple traitement palliatif habituel par prothèse plastique à l'époque, avec simplement un peu plus d'angiocolite dans l'une des 2 études. Et malgré ça, cet engouement pour la thérapie photodynamique a été d'assez courte durée, d'une part parce que d'autres études ont montré que ce gain de survie n'était pas forcément confirmé, même si ces études n'étaient pas toutes randomisées. On voyait que le gain de survie était, avec le temps, pas excellent. Et surtout, il y avait quand même pas mal de morbidité, avec donc plus d'angiocolite après la thérapie photodynamique, et surtout des problèmes de photosensibilisation avec le porphyrimère sodique, qui était le photosensibilisant toujours utilisé, qui, pour des indications généralement palliatives et des objectifs de confort de vie, était assez peu acceptable. Là-dessus est arrivé, donc, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, la radiofréquence intracanalaire par endoscopie, dont je vous ai montré les dispositifs, avec des premières études rétrospectives qui étaient assez intéressantes, puisqu'elles montraient, dans 2 d'entre elles, une meilleure survie, pas de résultats évidents sur la durée de fonctionnement des prothèses, mais en tout cas, pas du tout de surmorbidité, pas d'augmentation des complications, notamment infectieuses. Et donc une piste à suivre avec le besoin d'études randomisées. Ces études randomisées, elles vont commencer à arriver. La première est arrivée en 2018, une étude chinoise, assez bien faite, chez un nombre quand même substantiel de patients qui avaient des Klatskin avancés non résécables, et qui avaient donc soit stent seul, soit radiofréquence plus stent, avec un suivi de près de 2 ans, et un avantage, un gain significatif de survie. Chez les patients, il y a eu la radiofréquence, ainsi que de perméabilité des prothèses dans cette étude, et ceci sans augmentation de la morbidité. Donc c'était tout à fait positif. Alors depuis, il y a eu 3 autres études randomisées, donc pas toutes de très grande qualité, mais qui sont toutes parues l'année dernière, dont une montre aussi une augmentation de survie significative. Une ne montre pas d'amélioration, pas de différence, que ce soit sur la survie ou sur la durée de fonctionnement des prothèses. Et la troisième, c'est l'inverse, une étude tchèque qui montre plutôt une amélioration de durée de fonctionnement, mais pas d'effet sur la survie. Donc on voit que le tableau n'est pas encore très clair, mais on sent bien qu'il y a quand même un bénéfice à l'utilisation de cette technique, probablement quand même un peu sur la survie, bon, sur le fonctionnement des prothèses, c'est un peu moins clair, mais ça demande à être creusé davantage. Alors tout ça, évidemment, soulève quelques questions, quelques débats. Donc on voit qu'il y a des complications liées, morbidité liée à ces techniques, alors, surtout la thérapie photodynamique, donc avec les problèmes d'angiocolite et de photosensibilisation, une question de disponibilité, puisque la thérapie photodynamique maintenant en France n'est plus disponible depuis quelques années. Un bénéfice qui n'est pas donc très clair ou plutôt décevant sur la perméabilité des prothèses. Le fait aussi que les cholangiocarcinomes sont souvent généralement des tumeurs qui ont une hypoxie profonde qui contrarie un peu l'efficacité d'une technique comme la thérapie photodynamique qui a besoin d'une certaine oxygénation tissulaire. Et puis un problème aussi, c'est l'évaluation, comme j'ai dit au début, la difficile évaluation de la réponse chez des patients qui ont maintenant presque tous une chimiothérapie ou une radiochimiothérapie. C'est difficile de faire la part des choses entre l'effet du traitement local et l'effet des traitements locaux régionaux ou systémiques. Et donc bien sûr on manque un peu de grandes études, surtout pour la radiofréquence, j'insiste là-dessus, et tout ça fait qu'on manque peut-être un peu on hésite un peu à donner du crédit à ces techniques qui, vous l'avez vu, quand même, ont quand même donné quelques résultats encourageants. Alors, il y a aussi des débats qu'on peut avoir sur la place et les effets de ces techniques. L'une des questions intéressantes, c'est l'hypothèse de l'immunomodulation. Quand on fait de l'ablation tumorale, on libère des antigènes tumoraux qui vont avoir un effet souvent immunostimulant, sauf qu'on ne comprend pas et on ne maîtrise pas parfaitement cet effet, qui a pourtant des bases expérimentales tout à fait réelles. Alors, lorsqu'on implante des tumeurs sur les 2 cuisses d'une souris et
on traite par ablation une seule des deux tumeurs, on voit, comme par enchantement, la tumeur contralatérale disparaître alors qu'on ne lui a rien fait directement, ce qu'on appelle l'effet abscopal. Et il y a donc des arguments, mais on manque d'arguments cliniques, d'investigation clinique suffisamment solides pour confirmer ça. Autre question intéressante, je pense, c'est le bénéfice du suivi cholangioscopique dont j'ai parlé au début, puisque je pense que c'est vraiment la technique qu'il faut sans doute employer pour bien suivre ces patients. Est-ce que la thérapie photodynamique dont je vous ai dit qu'elle était un peu fichue, est-ce qu'elle reviendra en grâce, parce qu'elle a quand même, en théorie, le concept de la thérapie photodynamique est quand même très intéressant. Est-ce qu'elle pourrait revenir en grâce avec d'autres techniques, des agents photosensibilisants plus efficaces, avec une meilleure pénétration et moins d'effets adverses? Peut-être. Bon, il y a la chromophorphine, le THPC, qui a été utilisé pas par voie endoscopique, mais dans des études radiologiques, avec des résultats plutôt positifs. Pour l'instant, aucune étude endoscopique. Et puis, est-ce que l'ablation pourrait devenir, comme l'est l'ablation percutanée, un complément de la chirurgie ou le traitement de la récidive post-résection, voire un pont vers la transplantation hépatique chez des malades qui ont un cholangiocarcinome localisé, qui sont candidats à la transplantation, mais qui vont attendre quand même quelques temps avant de bénéficier de la chirurgie. Donc voilà des questions qui restent, je pense, assez ouvertes. Et alors, donc, vous avez parlé de la désobstruction des prothèses, du cholangiocarcinome. Troisième indication, l'ampulome vatérien. Alors, sur le cancer de la papille, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire de l'ablation, étant donné que la diffusion locorégionale et métastatique est très rapide dans les ampulomes vatériens. L'ablation locale est a priori pas un traitement d'un grand intérêt. Il peut y avoir quand même une place chez des patients qui ont un carcinome intramuqueux, donc qui ont un très faible risque de diffusion métastatique, et qui donc peuvent bénéficier d'une résection locale. Si ces patients ont en plus un petit prolongement non invasif sur le bas cholédoque, eh bien là, ça peut être la place d'une ablation endocanalaire par voie rétrograde. Et c'est bien sûr aussi intéressant dans les tumeurs non malignes, dans les dysplasies de bas ou les ampulomes en bas grade ou haut grade, qui peuvent bénéficier là aussi lorsqu'il y a une infiltration du bas cholédoque d'un traitement complémentaire. En général, on considérait qu'une infiltration du cholédoque était une contre-indication à l'exérèse endoscopique ou à l'exérèse locale. Les patients qui allaient facilement à la duodénopancréatectomie céphalique, eh bien, on peut tout à fait admettre que le traitement combiné résection de l'ampullome plus ablation de la lésion dysplasique du bas cholédoque est une combinaison intéressante. Et c'est ce qui a été montré dans deux études où on avait dans une étude rétrospective et une étude prospective que nous avions montée il y a quelques années, qui montrait donc un bon résultat, 70% de réponse complète avec une séance de radiofréquence, et bien sûr la possibilité de répéter ces séances en cas de persistance ou de progression tumorale. Donc une bonne indication, si l'extension intracanalaire reste limitée sur la mobilière ou le canal pancréatique, on peut la combiner d'ailleurs avec des résections de bourgeons intracanalaires à lance diathermique. Après, ce sont des patients qu'il faut suivre de très près parce qu'il peut y avoir du tissu résiduel et il faut être prêt à les retraiter rapidement. Donc une surveillance endoscopique en général trimestrielle dans un premier temps, puis semestrielle, lorsqu'il n'y a plus rien de visible. Et lorsque l'extension est plus importante, lorsqu'elle dépasse 10-15 mm, là évidemment ce n'est plus du ressort de l'endoscopie et il vaut mieux confier le patient à des chirurgiens experts comme ceux de Beaujon qui sont capables de faire des ampulectomies associées à une résection de la voie biliaire principale préservant la tête du pancréas lorsqu'il y a vraiment une extension importante. J'ai encore 2-3 minutes. Alors, je vais essayer d'aller assez vite sur les techniques d'application écho-endoscopique. Alors, très vite, parce que ça, je pense que vous connaissez bien l'ablation par voie écho-endoscopique. Ça peut recouvrir des choses très simples comme l'alcoolisation. L'alcoolisation sous écho-endoscopie a été utilisée pour les tumeurs kystiques. Et très rapidement, il y a eu pas mal de petites études. Mais en gros, la résolution morphologique est quand même assez partielle. Histologiquement, chez les patients qui ont été opérés secondairement, c'est plutôt en dessous de 50%, donc c'est pas vraiment une technique à retenir.
Mais en revanche, une autre indication de l'alcoolisation, l'ablation par alcoolisation, sous écho-endoscopie, c'est l'insulinome, où là, il y a eu aussi un certain nombre d'études qui ont montré, ça c'est une collection de nombreuses petites séries et cas cliniques, qui, vous voyez, montrent globalement un taux de succès technique élevé et un taux de complication relativement raisonnable, avec une efficacité sur l'insuline et le peptide C dans ces insulinomes qui est tout à fait bonne. Mais on a aussi donc l'ablation par radiofréquence. Je vous ai montré au début le type de sonde de radiofréquence qu'on utilise. Et on a commencé à appliquer cette radiofréquence sous écho-endoscopie dans le pancréas sur des toutes petites séries vers 2015. Et puis en 2018-2019, on a eu 2 séries, une coréenne et une française, coordonnées par Marc Barthès, avec principalement des tumeurs neuroendocrines, dont des insulinomes, puis aussi quelques cas de nodules tumoraux à l'intérieur de TIPMP non résécables, pour des raisons non liées à la tumeur. Et on le voit, donc un très bon résultat, donc 70% de réponse complète dans la série coréenne, 86% dans la série française, un peu moins bon sur les nodules dans les TIPMP. Et l'an dernier est parue une revue systématique de tous les cas de radiofréquence pour les tumeurs neuroendocrines pancréatiques, qui, vous voyez, montre un taux d'efficacité de 96%, alors efficacité morphologique, pas forcément clinique, parce que beaucoup de ces patients sont asymptomatiques, et avec une morbidité qui est assez raisonnable, puisque la morbidité vraiment significative, c'est moins de 2%, le reste étant des effets secondaires mineurs. Donc un bon profil de sécurité de cette technique. Pour l'instant, on n'a pas d'études contrôlées versus chirurgie notamment, mais ce sera intéressant à voir. Et une notion importante, c'est que la limite de taille pour une bonne efficacité, c'est quand même en dessous de 2 cm de diamètre. Au-delà, on risque d'avoir un traitement incomplet ou surtout la nécessité de multiples séances. Quant à la comparaison, donc alcool ou radiofréquence, c'est assez difficile parce qu'il n'y a évidemment pas d'études comparatives. Vous voyez qu'en termes de succès technique, c'est assez voisin. En termes de réponse clinique, on n'a pas tout à fait les mêmes données suivant les 2 techniques. Mais en termes de morbidité, il y a peut-être un petit avantage à la radiofréquence, assez probablement. Donc probablement la technique à retenir à l'heure actuelle pour le traitement des insulinomes, puisque ce sont des petites tumeurs bénignes et qu'on peut éviter la morbidité de la chirurgie chez ces patients. Dernier mot sur le cancer, la radiofréquence dans le cancer du pancréas. Ça a été fait chirurgicalement et en gros, on peut rien en tirer. Il n'y a pas de données d'efficacité qui puissent sortir des études qui ont été faites pour la plupart il y a une dizaine d'années. On peut aussi le faire par écho-endoscopie. On peut traiter des petites tumeurs endocrines. On peut aussi faire de la radiofréquence sur les cancers du pancréas. Donc là, évidemment, il ne faut pas s'attendre à des données d'efficacité. Simplement, je vous montre ça parce que des séries de l'ordre de 10 patients ont montré qu'en gros, c'était très bien toléré et qu'il y avait quelques cas de collection péripancréatique post-radiofréquence, mais généralement asymptomatique. Et il y a toujours un effet morphologique visible au scanner à J30. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. Ça, c'en est encore une autre série. Et je l'ai mise celle-là parce qu'il y a un cas de carcinome cellulaire du rein, et que ça me semble aussi être une indication intéressante pour ces patients, qui ont souvent une évolution assez lente, sont souvent unimétastatiques ou oligométastatiques, qui ont des petites lésions hypervasculaires faciles à repérer en écho-endoscopie et qu'on peut détruire complètement en une seule séance de radiofréquence. Voilà, donc juste pour conclure, quelques messages pour résumer tout ça. Donc, premier message, ça va sans dire, mais face à partir de chirurgien, je pense qu'il vaut mieux le redire, l'ablation, c'est pas indiqué si une chirurgie radicale est possible. En revanche, je crois qu'elle est à discuter dans les cholangiocarcinomes extra-hépatiques qui ne sont pas résécables. Elle est certainement intéressante dans les tumeurs ampulaires non invasives qui ont une extension intracanalaire après une ampulectomie, a priori plutôt une ampulectomie endoscopique, à condition de bien suivre ces malades ensuite régulièrement par endoscopie. La thérapie photodynamique, c'est une technique prometteuse qui est devenue peu ou inaccessible
mais qui a peut-être un potentiel d'amélioration, et peut-être qu'on la verra revenir dans quelques années. En tout cas, pour l'instant, la méthode d'ablation de choix, c'est la radiofréquence, même si le bénéfice sur la perméabilité des protèges n'est pas très clair, mais il y a quand même des arguments en faveur d'un gain de survie qui demande à être confirmé par des études de contrôle et de qualité, avec toujours la limite de l'appréciation de la réponse tumorale, et donc l'intérêt de la cholangioscopie et des biopsies ciblées. Et puis, pour l'ablation par écho-endoscopie, donc encore une fois, l'intérêt dans le traitement de l'insulinome, je crois que c'est vraiment un progrès ça, dans le traitement de l'insulinome. Il y aura peut-être d'autres indications sur d'autres tumeurs neuroendocrines, et peut-être des cas très sélectionnés de bourgeons intratumoraux dans des TIPMP. Enfin, dans le cancer du pancréas, pour l'instant, aucune donnée très significative, mais peut-être une place à creuser, notamment chez les patients qui sont en fin de prise en charge, qui après une radiochimiothérapie ne sont toujours pas opérables, résécables, qui ont encore une cible, et pour lesquels on n'a pas forcément de solution très satisfaisante à proposer. Merci. Merci beaucoup Frédéric. On voit que cette technique est d'abord l'interventionnelle bilio-pancréatique thérapeutique est très ouvert, un spectre très large aujourd'hui. On voit aussi que les évolutions techniques de l'ablation percutanée ont bénéficié à l'endoscopie, et ça c'est extrêmement intéressant de voir le continuum. L'endoscopie a beaucoup bénéficié de la radiologie. Exactement, donc c'est pour ça qu'on voulait montrer un petit peu, mais qu'évidemment les techniques sont moins matures qu'en percutanée parce qu'elles sont beaucoup plus récentes. Alors comme nous sommes un peu, voire très en retard, peut-être juste une ou deux questions avant de passer à la dernière intervention. Quid de la cryothérapie pour désobstruer? Alors la cryothérapie, effectivement, il y a eu, il a été développé un dispositif de cryothérapie sous écho-endoscopie, mais en fait qui n'apporte, semble-t-il, pas grand-chose par rapport à la radiofréquence. On n'obtient pas de volume de destruction plus important par cryothérapie que par radiofréquence. Et c'est plus complexe à mettre en œuvre, c'est des sondes qui sont en général plus grosses et moins souples. Donc en endoscopie, on est très contraint, beaucoup plus qu'en radiologie, par le diamètre et la longueur du canal opérateur. Et donc tout ça, ça rend la cryothérapie pas très facile. Donc il y a eu des essais, des développements, mais pour l'instant, il n'y a rien. Dans les approches techno, est-ce que vous avez bénéficié éventuellement de l'usage du laser? Parce que nous, en vasculaire, on détruit pas mal de choses avec des lasers, des fibres longues, qui sont fines et qui peuvent éventuellement être utilisées en endocanalaire. Alors le laser, donc, il y a le laser colorant donc, de la thérapie photodynamique qui a été pas mal utilisé. On a fait beaucoup de destruction locale par laser dans les années 80-90 en endoscopie, mais ça a été complètement remplacé par la radiofréquence. Par d'autres techniques, pour ce qui est des techniques locales, oui, par des techniques de radiofréquence. J'ai juste une petite remarque. L'utilisation de la radiofréquence pour désobstruer un tuyau. Alors là, c'est de la bile qui passe dedans, mais c'est quand même... bon, alors certes, vous l'appareillez, vous mettez un stent dedans, donc ça roule. Mais enfin, c'est peut-être pas une bonne façon de faire, parce que la radiofréquence, c'est très destructif. Ça engendre des réactions inflammatoires et stromales énormes. Et donc, avec des adhérences derrière, on connaît ça. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, on a été très content d'avoir l'électroporation pour des localisations. Ça ne respecte pas la microanatomie des structures. Et donc, je suis d'accord. Moi, je vous ai présenté un petit peu des indications possibles, mais vous voyez que ce n'est pas très efficace dans l'amélioration de la perméabilité des prothèses. Et effectivement, je crois que c'est plutôt intéressant pour essayer de traiter aussi complètement que possible, comme vous le faites en percutané, des lésions localisées, dans un but quasi-curatif. Mais effectivement, pour les prothèses, je ne recours pas à la radiofréquence pour ça. Je change les stents. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.